bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live en direct. Je pense que vous savez très bien de quel sujet nous allons parler et en plus ça tombe bien parce que nous sommes le 11 septembre. Vous avez tous vu ma vidéo hier, j'ai vu que vous étiez vraiment nombreux à réagir sur cette magnifique petite vidéo et elle vous a plu. Vous avez demandé à avoir beaucoup plus que cette vidéo. C'est pour cela que j'ai l'honneur d'avoir Monsieur Bakawan. C'est un sociologue spécialiste de l'Irak, directeur de centre de recherche de l'Irak, centre français, c'est ça? Vous savez pourquoi ça me fait plaisir? Parce que quand j'ai tourné cette vidéo, en fait, moi, j'ai accès à des informations, mais c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet. Ça veut dire que je suis pas légitime à pouvoir aller dans le détail, étant donné que j'ai pas étudié et je n'ai pas vécu. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas étudié? Eh ben, j'ai pas étudié assez ce sujet pour pouvoir vraiment rentrer dans le détail et pour pouvoir dire en affirmant oui, c'est passé ça, oui, c'est passé ça. Mais vous étiez à l'université quand même. Oui, quand même, j'ai étudié quand même. Ah. Mais en ayant une personne comme vous, ça fait beaucoup plus plaisir de traiter ce type de sujet, étant donné que vous y connaissez énormément. Est-ce que vous pouvez préciser aux internautes qu'est-ce que c'est qu'un sociologue? C'est quoi votre métier en vrai? Comment vous définissez? Enfin, qui décide que vous êtes un sociologue ou pas? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce qu'il faut faire des études? Combien d'années d'études? Expliquez-nous tout. Bah écoutez, pour répondre à cette question, ma fille qui avait 5 ans, elle s'appelle Anata, à l'école, on lui a posé la question, mais que fait ton père? Elle a dit, bah écoutez, mon père a ses camarades, sa maîtresse, etc. Mon père, pendant 15 ans, il voulait changer le monde, mais il n'a pas réussi. Et depuis, il est devenu sociologue pour comprendre le monde. Ok. C'est ça le sociologue, Ok, c'est d'accord. comprendre le monde. Est-ce que c'est comme un autre métier, par exemple, vous êtes sociologue seulement en France, vous êtes reconnu en tant que sociologue dans le monde entier? Quand on dit sociologue, la grande particularité de la sociologie, c'est qu'on ne fait pas uniquement le travail théorique. Ok, On ne travaille pas uniquement sur la conceptualisation, ok. sur la théorisation, mais il faut aller sur le terrain en chair et en os. Par exemple, moi je suis spécialisé d'Irak. Là, après cette émission, demain je pars. Vous allez où? Je vais à Beyrouth tout d'abord. Ouais, et ça, je tenais à signaler, je le remercie d'être venu parce que vous pouvez même pas imaginer à quel point il est demandé. Vous pouvez juste nous dire votre agenda là pour les jours qui suivent? Bah écoutez, je vais à Beyrouth demain, j'y reste jusqu'à jeudi. Ok. Ensuite, je pars à Bagdad. J'ai plusieurs conférences, tables rondes jusqu'à dimanche. Et ensuite, je pars à Mossoul. Ok, Mossoul. Voilà, Mossoul, la capitale du Daesh, l'ancienne capitale du Daesh, pour réaliser quelques activités et des travaux de recherche, notamment sur les conditions des femmes en Irak. Et ensuite, je pars à Erbil, la capitale du Kurdistan, pour une conférence et une table ronde. C'est pas incroyable? Il nous a fait l'honneur de venir ce soir. Et moi, j'ai une question, vu que vous avez dit que c'était la capitale de Daesh. Aujourd'hui, quand vous y allez, c'est facile d'accès ou il y a toujours des endroits où on peut vraiment pas pénétrer là-bas? Bah, écoutez, il y a encore les cellules dormantes. Il n'y a pas un jour où on n'assiste pas à une opération de Daesh. Ah, sérieux? Oui. Ah, ça existe encore et tout ça? Absolument. Il n'y a pas au moins une opération de Daesh. Et quand Prise en otage, voiture piégée, bombe, attaque directe ou indirecte. Toutes les catégories d'opérations menées par Daesh, oui, nous, au Centre français de recherche sur l'Irak, tous les jours, selon notre base de données, on a ces données factuelles. Ah, j'ai cru moi c'était terminé, c'est bon, c'était fini. Il faut jamais croire à ce discours médiatique, diplomatique, pour des intérêts particuliers. On souhaite mettre en scène la fin de cette organisation terroriste, ou bien la fin de d'autres récits, hein, pas seulement ça. Lorsqu'on vous parle de la stabilité, de la sécurité, du développement économique, pour mettre à l'épreuve toutes ces descriptions, il faut aller sur le terrain. Et ben, le terrain, c'est quoi? C'est que non, Daesh n'est pas fini. Au contraire, aujourd'hui, vous avez environ 15 000 combattants de Daesh entre la Syrie et l'Irak. 15 000? Numéro 1. Numéro 2, vous avez 30 000 combattants de Daesh en prison. 20 000 en Irak, 10 000
en Syrie. Et ensuite, dans les grands camps, vous avez au moins 60 000 sympathisants de Daesh. En Et ça, gros, c'est la réalité, hein. mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en disant, par exemple, Daesh c'est fini, ça n'existe plus? Ils gagnent quoi? Tout d'abord, il faut rappeler l'historicité. L'historicité, c'est quoi? C'est qu'en 2014, août 2014, la communauté internationale met en place ce qu'on appelle la coalition internationale contre le terrorisme. Oui. Il y a 63 pays engagés dans cette guerre-là. Certes, Daesh est fini territorialement parlant, c'est-à-dire nous n'avons plus un califat de Daesh. Mais Daesh, autant qu'organisation terroriste qui conduit des opérations à la fois en Syrie et en Irak, cette organisation est là. Et pour moi, Daesh déterritorialisé est beaucoup plus dangereuse que Daesh territorialisé. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que Daesh territorialisé a un peuple, a un territoire, a des institutions, a une armée à protéger. Mais Daesh sans territoire, sans peuple, sans population, sans société, sans des institutions étatiques, sans un front contre un front, est beaucoup plus libre et hybride pour mener ces opérations. Pourquoi la communauté internationale nous dit autre chose? Parce que tout simplement, la communauté internationale, après 4 ou 5 ans de guerre contre une organisation, doit vendre quelque chose. Ok. Et ce qu'on vend, ça ne correspond pas à la réalité. Ok, donc en gros, eux, ils doivent vendre un bilan comme quoi ils ont réussi leurs opérations. Tout à fait. Et ça veut dire que c'est pas Et c'est forcément vrai. Et c'est vrai aussi lorsqu'on parle de Daesh territorialisé. Incroyable. C'est vrai quand on parle de Daesh autant qu'institution étatique. Oui. Mais Daesh autant que force sociale. Daesh autant que organisation militaire et militarisée capable d'amener des actions. Non, Daesh est encore là. Et aujourd'hui, en gros, moi, je me pose une question qui est tout à fait légitime. Comment, à l'époque, Daesh a pu être aussi grande que le Royaume-Uni et aujourd'hui, elle n'arrive plus à se développer? À se développer, ça dépend. Ça dépend dans quel sens à se développer. Daesh se développe, Daesh se déploie, Daesh conduit des opérations et il est possible, je dis bien, il est possible, vu le contexte actuel, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Kirkouk, une des grandes villes irakiennes qui est une ville pétrolière dans laquelle vous avez les Kurdes, les chiites, les sunnites, les turcomanes, les chrétiens, enfin toutes les composantes de la société irakienne se trouvent dans la ville. Et bien aujourd'hui, malheureusement, à l'intérieur de cette ville, de cette province pétrolière, ils n'ont pas réussi à développer une formule de la coexistence. Et du coup, c'est la confrontation. Et lorsqu'il y a la confrontation entre les composantes d'une société, Daesh se développe. Il y aura de l'autre côté de la frontière, à Deir ez-Zor, c'est-à-dire chez les Syriens, là aussi, les Arabes et les Kurdes sont entrés dans une confrontation. Et dans cette zone-là, les deux zones, Daesh est en train de se déployer. Donc, un retour en force de l'organisation de Daesh n'est absolument pas exclu. Et quand je dis un retour en force, c'est-à-dire la prise du territoire. Daesh peut se reterritorialiser pour plusieurs raisons. La plus grande raison, c'est quoi? C'est que des deux côtés de la frontière, chez les Syriens et les Irakiens, dans ce territoire-là, vous avez une communauté qui s'appelle la communauté sunnite. En Syrie, c'est la majorité. 63% de la population. En Irak, c'est une minorité, certes, mais une minorité qui compose au moins 20% de la population, une minorité qui a dirigé l'Irak de 1921 jusqu'à la chute de Saddam Hussein en 2003. Alors, aujourd'hui, des deux côtés de la frontière, malheureusement, cette communauté, cette grande communauté qui a un grand territoire, n'est pas intégrée au sein de l'État. Au contraire, le régime de Bachar al-Assad et le régime irakien post-Saddam Hussein excluent systématiquement cette grande composante, cette grande communauté. De ce fait, aujourd'hui, cette communauté, malheureusement, sur le marché de la résistance, ne trouve que l'organisation terroriste de Daesh. Étant donné que nous sommes le 11 septembre, donc on sait tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec les deux tours jumelles, comment on peut avoir la force pour pouvoir décimer, on va dire, Daesh qui s'est étendu sur un territoire qui est aussi grand que le Royaume-Uni, donc on a cette capacité, cette force de pouvoir vraiment la dissiper. Mais comment c'est possible que des avions puissent rentrer aux États-Unis jusqu'à deux grandes tours et sans qu'il se passe rien du tout, sachant qu'ils ont cette force pour pouvoir anéantir carrément des continents et des pays. Comment c'est possible? Je comprends la question, je comprends l'interrogation, c'est tout à fait légitime.
Mais il faut contextualiser les choses. Personnellement, je pense que Al-Qaïda avait les moyens pour attaquer non seulement New York et Washington, mais aussi Paris, Berlin, Londres, etc. Ok. Parce que l'organisation Al-Qaïda avait à la fois les ressources humaines Oui. et les ressources financières pour mener une telle opération. Numéro un. Numéro deux, Daesh aujourd'hui, c'est l'actualité, je pense, c'est beaucoup plus intéressant que ce qui s'est passé, même si ce qui s'est passé le 11 septembre détermine ce qui se passe aujourd'hui encore. Daesh, selon la dernière estimation des Nations Unies, dispose 100 millions de dollars. À ce jour? À ce jour-là, Daesh aujourd'hui, dispose là, de 100 millions de dollars? pendant que je suis en train de vous parler là, Daesh, entre la Syrie et l'Irak, dispose 100 millions de dollars disponibles immédiatement. Mais il Alors, sort d'où? c'est pourquoi bien évidemment, Daesh avait beaucoup plus que ça lorsqu'il était au pouvoir à Mossoul et à Raqqa. Et numéro deux, faire croire à nos sociétés que Daesh c'est fini, que le terrorisme c'est fini, qu'on est à l'abri, c'est une erreur. Daesh a les ressources financières et Daesh a les ressources humaines pour nous attaquer comme on a été attaqué entre 2014 et 2018. Donc en gros là, ils ont assez d'argent, assez d'hommes et assez de moyens pour attaquer n'importe quel pays, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Et je pense personnellement, pour répondre à cette question-là, Daesh a beaucoup plus intérêt d'attaquer les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe, les pays européens, qu'attaquer la Syrie ou l'Irak où personne n'en parle. La grande préoccupation de Daesh, c'est la question de la visibilité. Son souci, c'est comment se rendre visible pour le monde. Si ils ont égorgé les journalistes américains, leur premier objectif, c'était se rendre visible. Et aujourd'hui, personnellement, je pense que c'est dans l'intérêt de Daesh d'attaquer les pays européens qu'attaquer les pays du Moyen-Orient. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de 100 millions de dollars. C'est quand même beaucoup de millions de dollars. C'est pas 1 ou 2 millions, c'est 100 millions. Et comment on peut atteindre... D'où vient cet argent? Ouais, comment on peut atteindre cet argent si personne les aide? N'oubliez jamais que Daesh, en ce moment, se déploie en Syrie et en Irak. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans deux États qui sont qualifiés comme des États fragiles. Okay. Et quand en sciences politiques ou la sociologie politique, on parle des États fragiles, c'est-à-dire on parle des États qui n'ont plus le monopole de la violence, qui n'ont plus le monopole sur l'économie, qui n'ont plus le monopole sur les frontières, qui n'ont plus tout simplement, qui ne sont pas en situation d'être indépendants pour gérer le pays. Ouais, je vois. Alors lorsque l'État devient fragile, dans cet espace-là, il y a des acteurs non étatiques qui apparaissent sur les scènes et qui vont disputer l'État pour le monopole de l'économie, de la souveraineté, des frontières, du militaire, de la sécurité, de la stabilité. Alors, dans ce domaine-là, dans cette situation-là, État fragile en Syrie, État fragile en Irak, Daesh a pu malheureusement avoir accès à des millions et des millions de dollars. Et lorsqu'on dit, bien évidemment, lorsque le rapport bien détaillé, bien déterminé des Nations Unies nous parle de 100 millions de dollars, ces 100 millions de dollars disponible immédiatement, mais Daesh a beaucoup plus de projets économiques indirects. Ah ok, d'accord, ok. En fait, ils ont la capacité de sortir 100 millions, mais ils ont beaucoup plus. Et on n'oublie pas, lorsque Daesh a occupé les deux grandes villes, Raqqa en Syrie et Mossoul, notamment Mossoul en Irak, c'est la plus grande ville sunnite en Irak, quand même, Mossoul. Hein. Il a eu accès directement à la réserve, à la banque centrale à Mossoul. Okay. D'accord, la branche de Mossoul. Ah, okay, et là, à Mossoul, Daesh a pu récupérer des milliards et des milliards. Et officiellement, il y a pas mal de pays qui se sont liés pour pouvoir, on va dire, détruire Daesh. Mais officieusement, si c'est autant développé, est-ce qu'ils ont reçu des aides extérieures pour se développer financièrement, militairement ou autre? Et bien évidemment, sans l'appui et le soutien de certains pays, du système régional, du système moyen-oriental, Daesh ne serait jamais dans ses rapports de force. Il y a eu certains pays qui ont financé, économiquement parlant, Daesh, mais pas seulement, mais aussi militairement, diplomatiquement. J'ai remarqué que, par rapport à l'époque où il y avait l'Empire ottoman et tout ça, qu'aujourd'hui, on essayait vraiment de délier les pays arabes, comme si on voulait pas qu'ils s'unissent tous, parce qu'au final, on aurait peut-être un peu peur que si tous ces pays arabes s'unissaient,
ce serait une trop grosse force qu'on pourrait pas contrôler, étant donné qu'ils auraient la main sur tous les puits de pétrole, sur toutes les ressources, sur tous les minerais ou autres. Et j'aimerais bien savoir si vous avez la réponse à cette question-là. Est-ce que les pays occidentaux ou l'Amérique ou autres auraient tout intérêt à que les Arabes ne s'unissent pas, justement? Le nationalisme arabe a perdu la guerre de l'indépendance. Lorsqu'on sort de l'Empire ottoman, vous avez le nationalisme perse, Ouais, vous avez le nationalisme turc, vous avez le nationalisme arabe et vous avez le nationalisme kurde. ok, Chaque nationalisme voulait un État souverain indépendant. ok, Un État pour la nation, un État sur le territoire national et un État pour chaque membre de cette nation. Les Turcs ont parfaitement réussi à fonder leur État, leur République turque. Les Iraniens ont parfaitement réussi à mettre en place leur État national, ok, l'Iran. Par contre, les perdants du sortie de l'Empire, ce sont les Kurdes et les Arabes. ok, Les Arabes n'ont jamais réussi à mettre en place un État arabe. Vous n'avez pas un État arabe. Vous avez l'État marocain, algérien, tunisien, irakien, égyptien, saoudien, mais vous n'avez pas un État pour la nation arabe. La nation ouais, c'est arabe vrai. n'a pas un État. Vous n'avez pas une citoyenneté arabe. Hein. Vous avez un citoyen qatari, saoudien. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez parler sans aucun problème du nationalisme qatari, Ouais, du nationalisme saoudien, du nationalisme égyptien. Mais vous ne pouvez pas parler du nationalisme arabe. Vous pouvez parler de la nation émirati. ok, Mais vous ne pouvez plus parler de la nation arabe. Qu'est-ce que la nation arabe? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le nationalisme arabe qui voulait un État, du Maroc à l'Égypte, n'est-ce pas? ouais, De Bagdad jusqu'à Damas, un État sur le territoire national arabe, un État pour la nation arabe, ils n'ont jamais réussi. Pareil pour les Kurdes qui avaient et qui ont ouais, encore un territoire partagé entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Leur lutte nationale était fonder un État en sortant de l'Empire ottoman, fonder un État kurde sur le territoire national kurde pour les Kurdes et sur la totalité du territoire du Kurdistan. Les Kurdes n'ont jamais réussi à mettre en place un État. C'est pourquoi moi je parle des perdants et des gagnants. ok. Des gagnants, il y a des collègues qui ne sont pas d'accord, il y a des collègues qui pensent que les Arabes sont des gagnants de sortie de l'Empire. Moi, je pense que le nationalisme arabe a perdu, le nationalisme kurde a perdu, mais par contre, le nationalisme turc et iranien ont parfaitement réussi. Je crois qu'il y a une question. Attends, tu peux. Don, je vais bien la lire pour le chat, comme ça tout le monde là. Parce que ça aussi, j'en ai entendu parler et c'est grave intéressant. Merci à celui qui a posé cette question. Donc, c'est que pense-t-il de Kadhafi et du projet de l'union de l'Afrique sous une seule monnaie? Et pourquoi personne ne reprend le flambeau? Merci. Bah, écoutez, Kadhafi, Saddam Hussein, le roi Abdullah, Jamal Abdel Nasser, je peux bien évidemment citer d'autres noms. Avec cette génération-là, on était dans le registre, la perspective, le logiciel des macro-récits. Ok. Hein. On rêvait du nationalisme arabe, on rêvait de l'islamisme radical, on rêvait de l'union pan-africaine, Ok. etc., etc. Je peux citer d'autres noms pour d'autres nations, par exemple Kemal Atatürk, on peut citer le Shah d'Iran, on peut citer le général Mustafa Barzani. C'est la génération des grands récits. Seulement, la tragédie de cette génération, c'est que les conditions objectives n'étaient pas réunies pour mettre en place ces macro-récits. La grande difficulté, je pourrais même dire la grande fragilité de ces leaders-là, c'est qu'en fait, il y avait un grand écart entre leur idéologie, leurs rêves, leurs macro-récits et la réalité concrète. On sait très bien, Kadhafi, vous savez très bien, que la situation économique, la situation géopolitique, la situation sécuritaire, etc., n'était pas au rendez-vous pour mettre en place ce récit. Mais le récit en soi était vraiment très, très noble. Pourquoi aujourd'hui il n'y a personne pour prendre le relais? Tout simplement, on passe d'une génération à une autre génération. Ok. On passe je pourrais le qualifier comme ça, de génération de la lecture des livres à la génération des réseaux sociaux. Mais après, d'un côté, on a peut-être aussi un changement de génération.
Mais on a aussi des pays que ça arrangerait pas, en fait, que l'Afrique s'unisse sous une seule monnaie. Mais, ils auraient tout à perdre. Mais cela n'a jamais changé. Cela existait à l'époque du Kadhafi, à l'époque de Saddam Hussein, à l'époque du Nasser. Et ça existe aujourd'hui et ça existera demain. Mais seulement, cette génération-là était là avec ce rêve. Aujourd'hui, vous n'avez même pas cette génération. Vous n'avez pas des élites qui portent ce rêve-là. Par contre, est-ce que certaines puissances du système international ont intérêt de voir naître un panafricanisme, un pan-islamisme, un pan-arabisme ou pan-kurdisme? Non, bien sûr que non. Comment un pays comme l'Irak, qui est le deuxième pays à avoir le plus de pétrole au monde, comment il n'arrive pas à se redévelopper aussi rapidement? Moi, personnellement, c'est mon avis après, mais personnellement, je pense que tous les autres pays, ils ont à gagner que des pays comme l'Irak, qui ont énormément de ressources, ne se développent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la main mise. Et le fait que ces pays-là sont toujours en guerre, la guerre, ça alimente pas mal de choses. Ça va alimenter la peur, ça va alimenter le marché noir, ça va alimenter plein de choses qui font que ces personnes-là ont tout à gagner. Et vous maintenez une population aussi qui est dans la peur. Donc quand vous avez une population qui est dans la peur, vous allez avoir beaucoup plus la main sur ces personnes-là que des personnes qui savent qu'ils n'ont rien à craindre au final. Je vais vous donner juste un modèle à l'autre côté de la frontière irakienne, l'Arabie Saoudite. C'est le premier pays du pétrole au monde. L'Irak, c'est le deuxième. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut contester le développement économique de l'Arabie Saoudite? Non. Non. Tous les investisseurs du monde, anglophones, francophones, arabophones, partout, turcophones, persophones, souhaitent investir en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'on a la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a la stabilité. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les perspectives de développement économique. Pourquoi la Turquie, l'Iran, les Américains, les Chinois, les Russes ne peuvent pas intervenir pour déstabiliser le premier pays pétrolier au monde et ils réussissent parfaitement à intervenir en Irak? Je comprends parfaitement votre analyse. Je sais que cette analyse existe. Mais je ne la partage pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, certes, l'ingérence de la communauté internationale, des pays de la région, est un élément fondamental. Il faut le prendre en compte. Mais cet élément doit être nuancé, voire radicalement nuancé, lorsque les conditions objectives à l'intérieur du pays sont bonnes, suffisamment solides pour empêcher l'ingérence. Je n'ai aucun doute que les Russes, que les Américains, que certains pays européens souhaitent intervenir en Arabie Saoudite comme ils interviennent en Irak ou en Syrie. Mais pourquoi ils ne peuvent pas intervenir? Ils sont trop bien développés en Arabie Saoudite. Parce qu'en Arabie Saoudite, vous avez des institutions. L'État a le monopole sur la violence. L'État a le monopole sur son économie. Parce que vous avez un régime, certes, ultra autoritaire, mais le régime est là. Certes, on n'est pas dans la démocratie, mais il y a un contrat social. Et l'État saoudien est parfaitement capable d'avoir la main à la fois sur la sécurité, la stabilité et le développement économique. Or, en Irak, vous avez des élites qui traitent l'État irakien, vous savez comme quoi? Non pas comme État à protéger, non pas comme un bien commun à protéger, mais comme un butin qu'on partage entre nous les élites. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un gouvernement, vous avez un Premier ministre qui est très très respectable. De 2003 jusqu'à aujourd'hui, je crois, c'est le Premier ministre qui n'a pas de casserole. C'est le Premier ministre le plus intègre jusqu'à aujourd'hui en Irak. Seulement, ça ne suffit pas d'être intègre pour gérer les rapports de force. Aujourd'hui, moi, France, moi, l'Amérique, moi, l'Allemagne, l'Italie, l'Iran, la Turquie, pour exister en Irak, je dois négocier avec chaque ministre. Pourquoi? Parce qu'un ministre vient d'un parti politique. Et ce ministre-là ne va pas mettre le ministère au service de l'État. Il va mettre son ministère au service de son parti politique. Et donc, un ministère est considéré comme un citron à presser jusqu'à la dernière goutte au service, non pas de l'État et de la société irakienne, mais au service de son parti politique. De ce fait, aujourd'hui, la société est en totale fragmentation, les institutions en totale fragmentation, le territoire en totale fragmentation. C'est pourquoi parler d'une société irakienne, d'un territoire irakien, d'une nation irakienne, d'un peuple irakien, ça fait partie de l'absurde, qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, dans ces conditions-là, on revient à ce qu'on disait il y a déjà plusieurs milliers d'années.
enfin, on avait un concept qui s'appelait terra nullus. Terra nullus, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le territoire permis. Autrement dit, le terra nullus, à l'époque, on appelait un territoire qui n'avait pas un souverain, un propriétaire. L'Irak ressemble aujourd'hui à ce terra nullus, c'est-à-dire vous avez un territoire, mais vous n'avez pas un souverain. Vous n'avez pas un peuple, vous n'avez pas une nation, vous n'avez pas des frontières, vous n'avez pas des institutions. C'est pourquoi les Iraniens, les Turcs, les Saoudiens, les Américains, les Européens, tout le monde entre et tout le monde sort sans aucun problème. Bah, on fait la dernière question. Que pense-t-il de l'ajout des nouveaux pays dans les BRICS et donc de leurs impacts pour le futur? On a énormément parlé de cette nouvelle plateforme qui a pour objectif, on pense qu'il a pour objectif de concurrencer d'autres plateformes, d'autres regroupements, mais on est très loin de penser que cette nouvelle plateforme va peser sur les rapports de force pour passer d'une force dominante à une force dominante. Qu'est-ce qui va passer dans le futur? On ne sait pas. Mais par contre, la seule chose on sait, c'est que les Américains ont perdu la main sur la gestion de la communauté internationale unilatéralement. On passe de cette unilatéralité américaine à plusieurs axes qui se développent un peu partout en Asie, au Moyen-Orient. Je vous donne même l'exemple de l'Arabie Saoudite. Pendant un siècle, il y avait un traité stratégique entre Riyad et Washington. Riyad ne bougeait pas, ne faisait rien du tout sans passer par le filtre américain. Aucune alliance, aucun traité stratégique, aucune décision fondamentale, il fallait toujours passer par Washington. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, MBS, traite à la fois et au même niveau avec les Américains, les Russes, les Américains, les Iraniens, les Turcs et d'autres forces. Ils sont plus en position de faiblesse. Ils se sont totalement libérés par cette unilatéralité américaine. Donc les Américains ont parfaitement saisi cela. Est-ce que BRICS va devenir un axe parmi les axes qui s'imposent à l'échelle internationale? À suivre. Merci à vous, Monsieur Bakawan, d'être venu. Malgré que vous soyez vraiment overbooké, ça m'a fait énormément plaisir. En plus, nous, on n'a vraiment pas l'habitude parce que c'est sur une plateforme de divertissement qu'on est. Et du coup, de pouvoir ramener des personnes comme vous et de discuter sur des sujets aussi sensibles et que vous répondez aussi bien, en fait, ça fait énormément plaisir parce que nous, on est des jeunes. Et vu qu'on est des jeunes, ça va très vite dans nos têtes et on est souvent amené à être du côté du complot et tout ça que sur des vrais faits réels. Et du coup, je vous remercie. Quand vous voulez, vous pourrez revenir. Et en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Et voilà, si vous avez quelque chose à dire au chat avant de partir, c'est avec grand plaisir. C'était un grand plaisir. C'est ma première expérience dans ce domaine-là. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous, Monsieur Bakawan. Je vais vous raccompagner. Merci. J'arrive, le chat. Au revoir tout le monde. J'arrive, les gars.